Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. On commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a présenté hier soir la version finale de l'accord sur le climat. Les dirigeants du monde ont salué un accord qu'ils qualifient tous de tournant majeur et de moment historique pour l'humanité. Selon le porte-parole de l'armée burundaise, au moins 87 personnes ont été tuées et 21 autres ont été blessées lors des assauts menés par des insurgés contre des camps militaires à Bujumbura. Aujourd'hui, le 13 décembre, la Chine commémore le jour du massacre de Nanjing en 1937. Et enfin, retour sur l'histoire de Jacquinot de Besange, prêtre français qui avait établi à Shanghai une zone d'accueil pour les réfugiés de guerre qui avait perdu tout espoir. À la une de cette édition, après 2 semaines d'épuisantes négociations à la conférence sur les changements climatiques à Paris, la France a présenté le texte final de l'accord qui devra encore être revu et adopté par les ministres. Ce texte, qui est nécessairement un texte équilibré, contient les principales avancées dont beaucoup d'entre nous pensaient qu'elles seraient peut-être impossibles à obtenir. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Il est fidèle au mandat de Durban. Il reconnaît la notion de justice climatique et il tient compte sur chaque sujet des responsabilités différenciées des pays, de leurs capacités respectives à la lumière des circonstances nationales. L'accord de 31 pages entend contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous des 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré Celsius. L'accord rappelle que les parties doivent s'entendre pour atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible, reconnaissant par ailleurs que ce pic n'a pas encore été atteint pour les pays en voie de développement. Le texte prévoit également d'allouer 100 milliards de dollars minimum par an aux pays en développement à partir de 2020. L'accord propose un réexamen collectif tous les 5 ans sur les progrès de chaque pays par rapport à leurs propres engagements nationaux. Les ministres des 180 pays membres des Nations Unies se réuniront prochainement pour décider d'adopter ou non le texte final. Les dirigeants mondiaux ont salué le nouvel accord sur le climat qui pour eux est un tournant majeur et un moment historique. Écoutons quelques-uns d'entre eux. Il a pour ambition de tracer à la planète une voie nouvelle vers un avenir affranchi des émissions et des aléas du climat. C'est un moment capital pour nous d'avoir conclu un nouvel accord global et juridique pour lequel nous voyons tous les pays engagés prendre des mesures ambitieuses selon les circonstances et les capacités nationales. Nous pensons en fait que l'accord est équilibré et que c'est le meilleur que nous puissions avoir en ce moment historique. Le négociateur en chef de la Chine à la COP 21, Xie Zhenhua, a déclaré à la presse que la Chine prenait ce défi du changement climatique comme une occasion de mieux développer l'économie durable de la Chine. La Chine a joué un rôle important pour parvenir à cet accord. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré que le président Xi Jinping et la délégation chinoise avaient fourni une contribution énorme dans l'accord de Paris sur le climat. Cet accord va aider la Chine à avoir à l'avenir un développement vert et faible en carbone. En mettant en place cet accord, la Chine peut faire un pas en avant vers un développement intérieur durable. Le changement climatique devrait être vu comme une occasion et une incitation pour la Chine. Je crois que la Chine va parvenir à un développement durable dans le processus de mise en place, avec les autres pays, l'accord sur le climat. Pendant des siècles, la morue de l'Atlantique au cabillaud était le poisson le plus populaire et abondant dans la région de l'Atlantique Nord.
Mais les chercheurs lancent un cri d'alarme. Les morues seraient au bord de l'extinction en raison de l'impact du réchauffement climatique. À New York, dans un restaurant de fish and chips, on sert de la morue de l'Atlantique. La plupart des clients ignorent tout du fait que ce poisson pourrait se voir bientôt retiré du menu. Pendant des milliers d'années, le cabillaud était extrêmement abondant et les pêcheurs disaient en riant qu'ils pourraient traverser l'Atlantique en marchant sur leur dos. Mais ces dernières décennies, les chalutiers ont été responsables de surpêche. Les autorités de contrôle ont imposé une réduction des quotas drastiques, pensant pouvoir reconstituer les réserves. Mais selon une étude publiée dans le magazine Science, la forte augmentation de la température de l'océan dans le golfe du Maine a supprimé la capacité de la morue à se reproduire. Des scientifiques travaillant pour l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, ou NOAA, se sont rassemblés pour discuter des données. Il y a des preuves scientifiques très claires que le changement climatique et le réchauffement des océans affectent la distribution et la productivité des réserves de poissons, en particulier en Nouvelle-Angleterre où pour diverses raisons, le réchauffement de l'océan est plus fort. L'étude montre que les eaux situées entre le Maine et les provinces maritimes du Canada se sont réchauffées 99,9% plus vite que les eaux des océans du reste du monde, principalement en raison de l'impact très fort des courants chauds tels que le Gulf Stream. Nous ne pouvons pas modifier la température du golfe du Maine. Nous ne pouvons pas changer les niveaux d'acidité dans le golfe du Maine. Nous pouvons juste jouer sur les niveaux de pêche et nous ne connaissons pas vraiment l'influence de ce facteur. On peut abaisser les quotas de pêche, mais cela ne signifie pas forcément que les réserves vont revenir au niveau d'avant. Les réserves de morue de l'Atlantique ont été récemment calculées. Elles seraient environ 3 ou 4% des seuils de renouvelabilité. Les chercheurs sont ainsi convaincus qu'il existe un lien entre le réchauffement de ces eaux et la capacité de reproduction du cabillaud. Mais ce qu'ils ignorent, c'est la manière dont la morue va s'adapter à ces conditions à l'intérieur de son écosystème, comment elle va évoluer. Malgré des quotas de pêche 95% inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant, les scientifiques estiment qu'il leur est impossible de prévoir si cela s'avérera suffisant pour sauver la morue de l'Atlantique de l'extinction. En Russie, une explosion meurtrière dans un hôpital psychiatrique de la région de Voronezh, dans le sud-ouest du pays, a fait au moins 21 morts dimanche, selon les médias, qui ont cité une source du centre régional du ministère russe des urgences. 19 corps ont été retrouvés sur les lieux du drame et 2 personnes sont décédées à l'hôpital. Il y a encore 2 personnes portées disparues. Au moins 87 personnes ont été tuées et 21 autres blessées au cours des attaques survenues vendredi contre des camps militaires et menées par un groupe d'hommes armés non identifiés à Bujumbura, capitale du Burundi, a annoncé samedi le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Gaspard Baratuza. Lors d'un point de presse, le colonel Gaspard Baratuza a indiqué que l'ennemi s'était heurté à la vigilance et à la clairvoyance des militaires de la force de défense nationale et qu'il avait subi de lourdes pertes avec la mort de 79 militants et la saisie d'armes et de munitions. Du côté des forces de défense et de sécurité, il y a eu 8 morts et 21 blessés. Les attaques contre les camps militaires ont eu lieu simultanément et avaient pour objectif la prise d'armes et de munitions pour libérer des prisonniers dans différentes prisons, toujours selon le porte-parole. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné les attaques qui pour lui sont susceptibles de déstabiliser davantage la situation au Burundi. Le 13 décembre en Chine marque le jour de mémoire nationale qui commémore le massacre de Nanjing de 1937. Une série d'activités se dérouleront dans la ville de l'Est de la Chine en souvenir des victimes des atrocités de la guerre. Une cérémonie commémorative s'est tenue au mémorial des victimes du massacre. Le drapeau national a été mis en berne. Des milliers de personnes ont assisté à la minute de silence. Une sirène résonnant dans toute la ville a retenti pour arrêter la circulation et inviter les habitants à se recueillir. La déclaration de la paix a été lue à haute voix et la cloche de la paix a été sonnée. Des dizaines de colombes ont été relâchées pour marquer l'anniversaire. Près de 300 000 personnes ont été assassinées par les soldats japonais pendant la période d'occupation de l'ancienne capitale chinoise. Et durant le massacre qui a commencé le 13 décembre 1937, les viols et les assassinats sommaires s'étaient prolongés pendant près de 6 semaines.
Il y a 78 ans, l'invasion japonaise a marqué le début de 8 ans de tuerie et de brutalité. À Shanghai, une zone pour les réfugiés a été établie par un prêtre français pour accueillir ceux qui avaient perdu tout espoir. C'était une zone démilitarisée dans la vieille ville de Shanghai pour les civils chinois. Entre le 9 novembre 1937 et le 16 juin 1940, cette zone était le dernier espoir pour des centaines de milliers de réfugiés de guerre comme Li Fengxiang. Il y avait d'innombrables réfugiés venus de Shanghai et d'autres endroits. Nous ne savions pas quoi faire et soudain, quelqu'un a crié « Ne paniquez pas ». Nous avons un lieu pour vous cacher où les Japonais ne viendront pas vous tuer. Alors j'ai couru vers cet endroit avec ma famille. Le héros qui a sauvé Li Fengxiang était Robert Jacquinot Bessange, un prêtre jésuite français. Il a joué les médiateurs entre Chine, Japon, Grande-Bretagne et France pour l'établissement de la zone de réfugiés de Nanshe, qui a été respectée par toutes les parties au conflit et les autorités des concessions. Priest who is neutral. He doesn't have political affiliation. Le prêtre qui est neutre n'a aucune affiliation politique. Il peut parler aux Japonais. Il a dit aux Japonais qu'il allait s'occuper des réfugiés à sa façon et a dit aux Chinois qu'il ferait ce qu'il pourrait pour les aider. Il a fait en sorte que les deux se mettent d'accord sur l'existence de cette zone. C'est une leçon pour le monde, comment faire s'entendre des parties à un conflit et faire en sorte que des groupes multinationaux travaillent ensemble à une cause commune. And multinational groups to work together for a common cause. C'était un modèle de zone de sécurité à succès. Le modèle Bessange a ensuite été suivi par l'homme d'affaires allemand John Rabe dans la ville de Nanjing, quand elle est tombée aux mains des Japonais. La zone des réfugiés de Rabe durant le massacre de Nanjing est très célèbre. En fait, la zone de Shanghai a été le modèle de cette zone de Nanjing. Et Jacquinot était le lien entre Rabe et l'armée japonaise à Nanjing. Or, la zone de Nanjing a échoué. Les envahisseurs japonais ont forcé les réfugiés à quitter le camp seulement 2 mois après sa mise en place. Certains réfugiés se sont alors rendus à Shanghai, mais la plupart ne l'ont pas fait. Le travail de Jacquinot a été salué dans le monde. The Shanghai zone, because it was such a successful model and it worked for almost 3 years. La zone de Shanghai a été un tel succès, a fonctionné pendant 3 ans pour tant de gens. Elle est devenue un modèle pour les autres zones de réfugiés et a été un important facteur dans le dialogue du Comité international de la Croix-Rouge qui a abouti à l'adoption d'un article de la Convention de Genève consacré aux zones neutres. To finally adopt in 1949 an article in the Geneva Convention on neutralized zones. La zone est aujourd'hui un site touristique et elle est remplie de rires et de joie. Son importance historique continuera à être connue à travers les âges. Au cours de la lutte contre le fascisme, beaucoup de soldats travaillaient dans l'ombre et leur contribution n'a jamais été reconnue. Han Lejan est l'un d'entre eux. Cet artiste débordant d'enthousiasme révolutionnaire et patriotique a été surnommé le Picasso chinois. Il a été le premier adhérent issu de l'ethnie coréenne et également le premier artiste à entrer au Parti communiste chinois. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Han Lejan. Une salle commémorative a été mise en place. On y trouve beaucoup d'informations sur sa vie en tant qu'artiste et révolutionnaire. En 1919, une manifestation anti-japonaise a été organisée à Longjing, une ville située dans la préfecture autonome d'ethnie coréenne. Han Lejan, alors âgé de 21 ans, se trouvait au premier rang. En 1921, il a été reçu à l'école des beaux-arts de Shanghai où il s'est lancé sur la voie révolutionnaire.
En 1923, il a adhéré au Parti communiste chinois et en est devenu le premier membre d'ethnie coréenne. En tant qu'artiste révolutionnaire, Han Le-jan a également passé 8 ans en Europe. Au cours de son séjour, il a participé à la lutte contre le fascisme organisée par le Parti communiste français et il n'a pas hésité à utiliser son pinceau comme arme pour promouvoir l'esprit de la paix. En 1929, Han Le-jan a commencé sa vie en Europe. Pendant 8 ans, il a voyagé dans plus de 10 pays comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Angleterre et l'Italie. Il est allé dans ces pays non seulement pour son dessin, mais aussi pour des activités de propagande et des enquêtes. En tant qu'étudiant pauvre, il n'avait pas les moyens de voyager dans tant de pays. Il avait sûrement des missions. Il s'agissait de missions de collecte d'informations pour la lutte contre le fascisme. Lors de sa 3e année en France, l'incident de Mukden a eu lieu en Chine. L'ambassade japonaise en Europe a alors encouragé les étudiants venant du nord-est de la Chine à rentrer chez eux pour travailler pour le Manchukuo. Il a publié avec 5 autres étudiants chinois en France une déclaration par laquelle il exprimait sa colère et son opposition à l'impérialisme japonais. Il a également travaillé pour la Fédération des Chinois résidant en Europe et a mobilisé des dotations pour la lutte contre les Japonais. Au cours de ses 8 années en Europe, Han Le-jan a également amélioré son niveau de dessin. Il a été beaucoup influencé par l'impressionnisme français et a enrichi ses connaissances des objets anciens et des musées. En octobre 1937, Han Le-jan a pris le bateau avec ses camarades et le général Yang Hucheng pour rentrer en Chine. À son retour, Han Le-jan a été envoyé à Wuhan dans la Fédération de la lutte contre les Japonais basée dans le nord-est de la Chine. Il s'occupait de la propagande et de la communication. C'était un révolutionnaire et un artiste très connu. Il a utilisé son talent artistique pour sa carrière révolutionnaire. Il a été le premier membre du Parti communiste de notre ethnie et nous a légué une grande richesse spirituelle. Je vais prendre exemple sur lui. Après avoir vu ces documents, je pense que c'est un excellent fils de l'ethnie coréenne, une fierté pour les habitants de Longjing. Son esprit nous encouragera toujours. Après la capitulation du Japon en 1945, Han Le-jan s'est engagé dans la découverte et la protection des arts de Tonghuang. Ses œuvres ont souvent pour thème la nature ou bien les scènes de travail. Il s'est beaucoup inspiré des minorités ethniques et des classes moyennes et ouvrières. Les gens qu'il décrit dans ses œuvres sont toujours optimistes quant à l'avenir. Comme par exemple dans son œuvre Avancée vers la lumière, où un couple et leur fille marchent durement dans les montagnes, mais lèvent leur tête vers l'horizon en avançant vers le soleil. Han Le-jan et les autres camarades qui travaillaient dans l'ombre étaient des gens qui semaient sans penser à la récolte. Au moins, ce sont des gens qui avaient le sens des responsabilités, la responsabilité de sauver leur nation. C'étaient des esprits qui pouvaient faire face aux difficultés et à l'obscurité. Ces esprits peuvent encourager notre nation à avancer toujours, sous le soleil ou les épreuves. Han Le-jan est un artiste qui a fait preuve tout au long de sa vie d'un véritable engagement révolutionnaire. Sa vie est comme ce que son nom indique et ses œuvres montrent, il est toujours optimiste. Il a non seulement consacré sa vie à la révolution et à la paix, mais également laissé de nombreux trésors artistiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV France Avis.